Bonsoir à tous, messieurs, dames, profitons-en. Un club français est en demi-finale de la Ligue des Champions. Eh oui, c'est un événement, une belle année qui continue pour le foot français. Pour l'instant, on est là jusqu'à minuit et demi dans l'After sur RMC, sur la chaîne YouTube de l'After, After-Foot. Ensuite, sur la libre antenne, jusqu'à 1h30 du matin. L'After, vous le savez, première radio de France. Le soir, votre espace de liberté. À vous tous, les supporters, appelez-nous, supporters parisiens, le 32-16 est ouvert. Et Jérôme Bretagne est là. Salut Jérôme. Bonsoir à tous. Daniel Riolo également, bien sûr. Salut Daniel. Bonsoir les amis, j'ai mal à la tête, mais je suis là. Et ce soir, on a un invité, une guest star, un invité vedette. Voilà, inattendu. Et on est ravis d'avoir avec nous Christophe Dugarry. Salut Dugas. Bonsoir les copains, merci de m'accueillir. Merci, je suis ravi d'être là. Ça va? Ouais, ça va, bien sûr que ça va. Mais on s'est régalé, c'était un bon match et tout, c'était super. Exactement, on va analyser tout ça ensemble. On vous attend, le 32-16 est ouvert, le direct studio également, notre messagerie, évidemment, qui est disponible pour vous sur les applis RMC et RMC Sport. Dortmund se qualifie également en éliminant l'Atlético. Tout à l'heure, on aura Paulo Breitner, Fred Hermel, qui nous diront tout de ce match après minuit. Et donc, vous connaissez la demi-finale Dortmund-Paris, avec match retour à Paris. Ce sera la dernière semaine d'avril, puis la deuxième semaine de mai. Donc, on retrouve l'équipe contre qui on a joué en poule. Bravo Daniel. Exactement. Non mais comme c'était une poule que beaucoup ont dit pas si dur et tout, quand deux équipes se retrouvent en demi-finale et qu'elles étaient dans une poule, c'est que c'était pas une poule de pipe non plus. Allez, 23h07, les 3 points, évidemment, comme de coutume, c'est parti. L'important, c'est l'essentiel. Le plus important, c'est les 3 points. Et souvent, l'essentiel, c'est le plus important. Daniel, tes 3 points après ce match. En fait, j'ai eu le sentiment quand Araujo s'est fait sortir que c'était un PSG qui avait droit au bonheur enfin. Que ça tournerait après les premières minutes très compliquées, qu'il y avait le droit au bonheur. Donc mon point 1, c'est le droit au bonheur, les événements qui tournent à un moment pour toi. Le deuxième, évidemment, après, à 11 contre 10, c'est inexorable, tu as la maîtrise sur le match et le PSG l'a très bien eu. Et le troisième point, je vais mettre ça dans le contexte historique du PSG. Je l'ai dit sur Twitter. Franchement, le passé du PSG est fait de traces qui sont épouvantables. 2017, tu t'es fait braquer. 2019, tu t'es fait braquer contre United. 2022, tu te fais braquer à Madrid. Ce soir, le PSG n'a rien volé. Avec un arbitre qui ne va pas toujours dans le sens souvent des clubs espagnols, on a le droit au bonheur un petit peu aussi de temps en temps. Jérôme, tes 3 points. La première qualification historique quand même pour le Paris Saint-Germain en demi-finale de Ligue des Champions, c'est pas... Oui, beaucoup de jamais. Oui. Jamais ils avaient fait ça, jamais le Barça avait perdu comme ça, jamais ceci, jamais cela. Donc noter la qualif en demi-finale et très heureux pour ce club, bien sûr. Deuxième point, Daniel l'a un peu dit, autant le match aller, la meilleure équipe avait gagné, autant là, match retour, la meilleure équipe a gagné aussi. Donc comme ça... Et les circonstances et les faits de jeu ont tourné, oui, en plus, et c'est bien parce que tu les fais tourner pour une fois. Ça s'est équilibré, voilà. Et puis mettre en avant quand même la jeunesse de ce groupe, des joueurs... qu'on attendait à ce niveau-là, mais je veux mettre en avant Vitinha, je veux mettre en avant Barcola sur le match de ce soir parce qu'il mérite d'être mis un peu plus haut que certains. Pour la première fois de l'histoire, messieurs, dames, les 3 points de Christophe Dugarry. Les 3 points, enfin un entraîneur qui fait jouer les joueurs à leur poste, et comme quoi c'est déjà beaucoup plus facile. Ça m'a plu. C'est vrai. T'as vu, moi j'ai pas voulu en parler. Laisse-le faire ses 3 points. Pardon Christophe. Non, je t'en prie. L'expulsion qui, bien évidemment, est un tournant essentiel, à mon avis, dans ce match, parce que je pense qu'il y a 2 Barça avant l'expulsion et après l'expulsion. Voilà, de par les caractéristiques de cette équipe, c'est vrai qu'à 11 contre 10, et des caractéristiques du Paris Saint-Germain, à 11 contre 10, ça complique beaucoup les événements. Et puis j'ai envie de mettre aussi en perspective le dernier but du Paris Saint-Germain, marqué par Mbappé, qui fait suite à un retour de Mbappé dans les pieds du défenseur. Il fait une espèce de sprint pour récupérer un ballon. Je crois que ça faisait des mois et des mois que je ne l'avais pas vu faire un sprint pour récupérer comme ça un ballon dans les 18 mètres de son équipe, qui lui permet ensuite, après, de refaire un sprint derrière pour aller marquer. Alors avec certes un petit peu de réussite puisque ce ballon lui revient par miracle. Mais voilà, je trouve que c'est les 3 choses qui m'ont le plus marqué sur ce match. Bon les gars, avant de rentrer dans les détails, de parler de Luis Enrique, de faire une évaluation complète et tout, on a vécu une soirée comme on en vit rarement. Ça c'est une grande soirée pour un club français. Jérôme, il faut profiter.
Oui, bien sûr. T'as pas l'air, je cache ta joie, mon gars. Non, mais dis-nous que t'es content, quoi. Heureusement que je suis heureux pour club français. Mais surtout quand ils sont nuls, tu klaxonnes. Et là qu'ils ont été super bons, tu t'as l'air tout mou. Mais en allez, fait, vas-y. c'est pas que envoie la sauce. C'est pas que je suis tout mou, c'est que je trouve que c'est logique que le PSG se qualifie aujourd'hui. Je vais pas être dans l'euphorie parce que le PSG l'a déjà fait, être en demi-finale de Ligue des Champions. Mais pas assez souvent. Mais il faut pas minimiser quand même une demi-finale de Ligue des Champions, surtout renverser un résultat comme ça avait été, et c'est de leur faute sur le match aller, mais c'est une vraie performance ce soir. Alors après il y a l'expulsion, les faits de jeu bien sûr, si on peut en parler, mais n'empêche que le PSG de la première à la dernière minute a fait un grand match ce soir, et ça c'est à noter, et c'est bien que vous l'ayez noté aussi, vous avez commencé à en parler, mais Luis Enrique qui a souvent été décrié a montré aussi que tout ce qu'il met en place depuis le début de l'année, ça porte ses fruits ce soir. Qui savait revenir à la raison. Oui, mais sauf que l'équipe du gars, il faut la construire. Et l'équipe, aujourd'hui, on a l'impression que c'est l'équipe type, mais l'équipe type, il a mis du temps à la trouver quand même. Et il a travaillé là-dessus. Il l'avait au début de l'année. Non, il l'avait pas au début de l'année. Parce que l'équipe type, il y a 99 personnes sur 100 mettaient cette composition d'équipe sur ce match. S'il vous plaît, il n'y a que lui qui a inventé au match aller. Arrêtez. Si vous êtes en train de m'expliquer que. Ah non, mais attends, Barcola est un titulaire en puissance. Non, c'est pas vrai. Donc là, je peux vous contrer si vous voulez. Que Vitinha, dans ce rôle de numéro 6. Qu'est-ce que j'ai pas entendu ici aussi que Vitinha, le rôle le plus intéressant, c'était un peu plus haut sur le terrain. Que Ruiz, il faisait reculer le match. Du moins, il faisait pas avancer le match ce soir. Ruiz, il est très bon. Il est bon ce soir. Je trouve très bon. Je trouve très utile à l'équipe. Non, mais le problème, c'est que c'est pour ça que moi, sois heureux. Non, mais je suis pas dans le foie. Non, mais attends, il faut pas oublier tout ce qui s'est dit, toutes les critiques, d'accord. Et Daniel, il faut pas avoir la mémoire courte non plus. Tout ce que je vous ai. Là où tu es à côté de la plaque, c'est que c'est la victoire des joueurs ce soir. Tu peux pas dire c'est la victoire de Luis Enrique, parce que si c'est ça, ça veut dire que. Alors ok, mais si tu veux dire ça, il faut que tu dises à l'aller que c'est la défaite de Luis Enrique. Et ça, tu l'as pas dit. Je pense qu'il y en a beaucoup qui l'ont dit, et moi le premier. Non, tu dis là, tu dis textuellement, c'est la défaite du Paris de Luis Enrique au match aller. Alors tu pourras dire que c'est la victoire de Luis Enrique. Ça me fait plaisir que vous soyez heureux. Et pas quand tu mets des bémols qui t'arrangent. Mais non, je mets pas du gars, je mets pas de bémol qui klaxonne à nous expliquer que c'est la victoire de Luis Enrique. Oui, parce que quand je t'entends me dire il a mis les joueurs à cette position-là, moi ça me fait rire. Déjà c'est plus facile, non? Non. Allez, c'est le tour de Daniel. Faisons dans l'ordre et reprenons le match qui avait excessivement mal démarré parce que à 11 contre 11, tu souffres. Tu es mené à 1-0. Pourquoi j'ai parlé de droit au bonheur? Parce que parfois dans un match, même quand t'es pas bien, c'est possible que ça tourne en ta faveur. Après, effectivement, tu fais également en sorte que ça tourne pour toi. Rojo fait une boulette, c'est un jeune défenseur. Il tombe dans le piège, il fait faute parce que Barcola va très vite sur cette occasion. Derrière, il faut boucler le match. Tu tombes contre un Barça qui, de toute façon, ne sait pas défendre habituellement très, très bien et encore moins à 10 contre 11. Et le PSG va chercher une qualification. Moi, je suis heureux parce que enfin, le PSG parvient à faire tourner les événements en sa faveur. Ça, c'est le match. Parce qu'une fois que tu es à 11 contre 10, toutes les analyses technico-tactiques, elles changent. Forcément que tu es en supériorité. Forcément que tu vas prendre le dessus, que tu vas avoir la maîtrise. À moins, très honnêtement, mais de faire la pire prestation de l'histoire du club, tu te qualifiais quand même. À partir du moment où tu es à 11 contre 10 quand même. Ah bon? Il y a combien d'équipes? C'est un énorme avantage quand même. On le sentait tous quand même. C'était un énorme avantage. C'était un énorme avantage. Tu étais quand même très bien à ce moment-là. Oui. C'est quand même bien. Mais bon, c'est pas. T'es mené à 0 quand même. Hein. C'est quand même bien à ce moment-là d'être en supériorité numérique. C'est bien pour le match, c'est bien pour le PSG qui, on va dire, croque petit peu. Enfin, un peu de réussite. Enfin, un événement. Enfin, un défenseur. On avait l'habitude de voir les défenseurs du PSG faire des boulettes, ne pas être à la hauteur mentalement d'un événement. Là, Rojo, ce qu'il fait, c'est une faute stupide. Exactement comme la faute de Cancelo sur le penalty. C'est stupide. Qu'est-ce que tu vas concéder un penalty dans cette zone? Si ce sont des défenseurs français, dans un match de l'OM, dans un match du PSG, dans un match de n'importe qui, on passe une heure à les déglinguer en disant ils n'ont pas de mental, ils sont stupides. Qu'est-ce que c'est que ces erreurs? Le PSG ce soir, non seulement
Bah, ils ont profité de ça. Est allé la chercher, mais à profiter. Bah, bien sûr. Ils ont profité des faits. Et ils vont profiter, en plus, ils ont profité d'un bon tirage en 8e de finale, d'événements favorables ce soir, et en demi, oui, t'as l'impression que les planètes sont bien alignées. Vas-y, c'est aligné. Profites-en, il faut en profiter. Moi, bon, évidemment, on était entre amis à regarder le match. Il y a eu un kiff général mais l'impression, c'était waouh, enfin, ça te sourit. Enfin, il se passe quelque chose. Maintenant, si vous voulez rentrer en dehors de ces joies devant la télé, des matchs et tout, rentrons dans le vif du sujet. Oui, je suis d'accord avec Christophe et c'est ce qu'on dit chaque semaine. Les compos avec les joueurs qu'il a. Honnêtement, on est 80-90% à quasiment tout le temps faire les mêmes. À savoir un 4-3-3 plutôt simple. Là, il n'y a pas eu de fantaisie avec un joueur de plus au milieu, avec un Dembélé qui joue 10. Il n'y a pas eu ça. On a eu quelque chose d'assez basique. Et si tu veux, Barcola, dans ce schéma-là, oui, il a été très bien. Il a été très bien. Et surtout, profites-en, mets-le sur le côté, Dembélé sur un autre côté. Bon, bah écoute, Mbappé en ce moment est en dessous. Il a quand même mis 2 buts ce soir. Bon, vas-y, si tu veux profiter de tes 2 ailiers, fais-le jouer 9. Moi, et tu sais bien ce que j'en pense, j'aime bien quand il joue sur le côté avec un 9. Ramos n'était pas au top de sa forme. Peut-être que, est-ce qu'il a trouvé ce soir l'équipe? Est-ce qu'il variera en demi-finale? Est-ce qu'il remettra un avant-centre? Je crois pas. Maintenant, il va y aller comme ça. C'est une équipe qu'on sentait depuis Vitinha, quelques quand tu mois. parles de Vitinha, pardonne-moi, mais honnêtement, ce gars-là, moi, je suis convaincu et je serai toujours convaincu. Il est très fort. C'est mon joueur préféré dans cette équipe. Tout le monde le sait. Je suis convaincu qu'il sera encore meilleur en 8. Pour moi, il est encore meilleur plus haut. Christophe, dans tes 3 points, tu mettais Luis Enrique. Tu disais il est revenu à la raison. Donc, écoute, tu peux détailler un peu ce qui t'a plu du coup. Oh, je peux détailler, oui. Tu sais, moi, j'aimerais que... Alors, j'aurai jamais l'occasion d'en parler avec lui, mais comment cet entraîneur, l'adversaire, c'est le même. Le Barça, que tu joues à domicile ou à l'extérieur, ça n'a pas de grosse différence. On peut même la composition d'équipe du Barça avec de l'aller avec la composition d'équipe du Barça, au retour, c'est la même. À un joueur près, je crois que c'est Pedri qui joue il n'était pas titulaire et qui la joue, ouais. Voilà, donc c'est la même équipe. Sauf qu'au match aller, notre ami, le génie Luis Enrique, je crois que par rapport à sa composition d'équipe de l'aller et du retour, il y a 6 joueurs qui sont déplacés. Hernandez, qui jouait axe droit, Beraldo qui était titulaire, Marquinhos qui jouait à droite, Kangingli, Asensio qui jouait en faux numéro 10, Mbappé qui jouait à gauche, et le Paris Saint-Germain jouait sans avant-centre. Alors, on a vu le résultat, 3-2. Tu me diras, l'entraîneur, il a perdu le match. On peut pas être totalement surpris qu'il change son système de jeu et qu'il change quelques joueurs. Là, il révolutionne tout. Pratiquement tout, quand tu changes 6 ou 7 joueurs de leur poste ou tu les mets à droite, à gauche, en fait tu les changes, tu interchanges tout. Quelle est la raison et quel est le but de l'entraîneur? Qu'est-ce qu'il a voulu faire à l'aller et qu'est-ce qu'il a voulu faire au retour? Moi, je suis d'accord pour appeler. Mais on est tous d'accord. Mais nous, ce qu'on a toujours dit, c'est que s'il met une équipe qui est grosso modo, je sais qu'il a horreur d'être on va dire, dans l'air du temps. Il veut qu'on pense différemment de lui. Mais là, ce soir, je crois qu'à peu près à 85%, on aurait tous mis cette équipe. Même. Bah oui. Ah bon? Jérôme, ton micro. Mais pourquoi on n'aurait pas mis cette équipe-là? C'est là-dessus que je suis pas d'accord avec vous. T'aurais mis quelle autre équipe, toi? Mais parce que surtout toi, Daniel, tu vas me dire que tu voyais Barcola titulaire. Je t'ai dit à 90%, c'est un joueur. Et encore, si on me dit que Ramos est pas en forme, puisque c'était le cas, aucun problème, je mets cette équipe-là. D'accord. Je mets cette équique-là. Non, et Ugarte, je fais monter Vitinha. Oui, 80%, voilà. je t'ai dit. Oui, donc après, ça fait déjà rien deux ne dit que changements. cette équipe-là, elle fait pas le même match. Mais en fait, moi, pardon. Non, mais c'est même pas que les joueurs, c'est les joueurs à leur poste aussi. Et j'aurais dit 4-3-3 4-3-3 classique, sans te casser la tête avec un faux 9, un faux 10 et un faux je sais pas quoi. C'est tout. Mais de dire que, et je pense qu'on a tous été là sur le match aller, de dire qu'il avait fait, un échec. Il avait fait plein de conneries, et du gars, tu viens de le dire, on l'a dit et redit, on va même pas parler du match aller, il s'est trompé. Tellement il s'est trompé, on dit juste ça, tellement il s'est trompé, il a corrigé à la mi-temps déjà. Donc c'était déjà mieux en deuxième mi-temps. Non mais c'est la réalité là-bas. Tu veux dire que Lucas Hernandez est passé arrière droit? Oui, après ça c'est des rajustements. Non ce soir, mais voilà, c'est ça. Parce que moi j'ai kiffé ce soir, c'est très bien. Ce soir, c'est quelque chose de plus classique qu'il a mis en place parce que cette équipe. C'est tout ce qu'on dit. Non mais c'est tout ce qu'on dit, Jérôme. Moi, je dis rien d'autre.
Hein. Non, mais attendez, les gars, je vous ai entendu. Tous les deux, Dugas, on fait souvent les émissions ensemble. Daniel, je t'écoute. Qu'est-ce que j'ai dit? Moi, je veux juste qu'il fasse des joueurs des joueurs tout au long de à leur l'année poste. de dire. J'en ai marre des dingueries, des inventions qui n'apportent rien. Exactement. Toutes ces inventions n'apportent rien. Là, il n'y a pas d'invention ce soir. Il n'y a pas d'invention. Il y a éventuellement un choix d'homme, mais il n'y a pas d'invention. Il n'y a pas de faux 10, il n'y a pas de faux de ceci, cela. Il n'y a pas de mec qui joue sur son mauvais pied. Il n'y a pas de la charnière, on fait jouer un gamin qui vient de débarquer du Brésil. Il n'y a pas. Il y a un truc qui est logique, banal, un 4-3-3. De jouer sans numéro 9, il l'a déjà fait et je pense qu'il le fera encore par rapport aux adversaires. Et ça, c'est à lui de sentir le coup. Mais ça, oui, ça a marché, du gars. Ça a marché, ne serait-ce qu'à la Real Sociedad, ça avait marché quand il a mis Dembélé. Mais tu te rends compte, Jérôme, tout ce qu'on a vécu depuis le début de la saison avec Luis Enrique en composition d'équipe. Mais non, mais vous êtes en train de me dire que cette composition d'équipe aujourd'hui, sur le match le plus important de l'année. J'ai envie de dire tout ça pour ça. Toutes ces tentatives de je sais pas quoi, mais moi je kiffe la balle, moi je suis content. Me gâche pas mon plaisir, Jérôme. Il a mis une équipe basique, je suis content. Je suis content. Il a mis un 4-3-3, laisse-moi kiffer. Daniel, je suis pas en train de gâcher le plaisir de quoi que ce soit. Je dis juste que là, vous êtes tout plein de contradictions en fait. Mais pas du tout, c'est tout le contraire. Donc c'est très bien si vous pensez qu'aujourd'hui c'est devenu un bon entraîneur parce qu'il a mis l'équipe classique soi-disant en place et qu'il a amené cette équipe en demi-finale de la Ligue des Champions. C'est très bien, on pense la même chose. Voilà. Allez, Adèle, bonsoir. Bonsoir à tous. Vous êtes enflammés ce soir. Hein. Ah bah, c'est pas tous les soirs que t'es en demi-finale quand même, non? Eh ben, nous aussi. On est contents, on est heureux. Plus on a un tirage qui est quand même favorable. Pour une fois, un arbitrage qui est favorable. Non, l'arbitrage, il n'est pas favorable, il est juste ce soir. Oui, c'est vrai. Voilà. Il y a une différence. Bon, on va essayer d'équilibrer un peu tout ça parce que vous êtes un peu en désaccord. Il faut quand même reconnaître un petit peu de positif pour Luis Enrique. Attendez, on parle quand même d'un effectif qui est un peu moins fort que les autres années, qui est un peu, il est peut-être plus équilibré. Pas forcément, hein. Oui, individuellement parlant. Collectivement, il est meilleur. Pas forcément. Moi, j'ai jamais été sur cette ligne-là. Moi, sur l'effectif de l'année dernière, par exemple, il y avait trop de joueurs qui étaient en dessous. Hein. Oui, et tu sais ce que je pensais de certains joueurs. Un effectif moins fort que les années précédentes à 400 millions d'euros. Voilà, un effectif à 400 millions d'euros. Ouais, mais Christophe, 400 millions d'euros, s'il te plaît, Colomboigny, il a beau valoir 100 millions, t'es le premier à dire qu'il vaut pas 100 millions. S'il te plaît. Ça, y a pas de problème. Hein. C'est quand même un effectif à 400 millions d'euros. Oui, mais c'est. Et avec un vrai milieu de terrain créateur cette fois, ce que t'as pas eu pendant des années, ce que je réclamais depuis des années. T'as enfin un vrai milieu de terrain et malheureusement t'en as pas plus d'un, mais t'en as un. Et ça change la vie. Oui, mais t'as quand même une bonne gestion d'effectifs parce que regarde, au final, on se retrouve en quart de finale, t'as 0 blessés, tout le monde joue, tout le monde a un temps. T'avais qui comme blessé les années d'avant? Mais t'as toujours des blessés chaque année. T'avais qui? T'en avais deux principalement, mais ils n'étaient pas blessés à cause de la gestion, ils étaient blessés à cause de leur vie privée. Daniel, il a raison. Ce que je veux dire, c'est que la gestion. T'avais même des joueurs hors de forme. Qui ça? Qui t'avais comme hors de forme? Il te manquait tout le temps les mêmes mecs. Non, mais aujourd'hui, le constat. Ne refaisons pas les années précédentes. Non, mais le constat, c'est de cette année. C'est vrai que par rapport à toutes les autres équipes quart de finalistes de Ligue des Champions, c'est l'équipe du PSG, c'est l'équipe qui a le moins de blessés. Donc, en fait, la gestion, en effet, qu'on soit d'accord ou pas, parce que moi aussi, des fois, je suis en désaccord avec ses choix, Luis Enrique, ça lui donne raison aujourd'hui. Je vois pas qui était blessé au PSG. Après, en soi, moi, j'écoute tout, que ce soit l'after, Rotten sans flamme. Je vous ai jamais entendu parler du fait que, au final, si Mbappé joue dans l'axe et s'il évite de le faire jouer à gauche, c'est parce que par moment il déséquilibre l'équipe parce qu'il défend pas en fait. On n'a jamais parlé de ça. Je pense qu'on en parlait une fois tous les. Heureusement que tu écoutes tout parce que alors sinon vraiment. En début de saison, on en parle tout le temps. Mais en début de saison, Vitinha il joue à gauche. Pourquoi? Parce que Mbappé il défend pas. Mais Jérôme a dû en parler 150 fois de ça. C'est vrai qu'on en a un peu parlé quand même. Non, t'as jamais parlé de ça, Jérôme. Oui, mais toi tu dis que c'est contradictoire parce que toi tu dis que son meilleur poste c'est jouer à gauche. Mais tu sais très bien que s'il joue à gauche, il défend pas. Donc derrière ça déséquilibre l'équipe, Daniel. Mais quand il joue aussi mal qu'il a joué ces dernières semaines, je peux t'assurer que dans l'axe ou sur le côté, c'est un vrai problème pour l'équipe parce que quand tu vois ce que fait Lewandowski ce soir, par exemple, et ce qu'il faisait sur les peu de minutes où ils ont joué à 11 contre 11, je peux t'assurer que, évidemment, ce soir, on est en kiff total, mais n'oublie pas qu'avant d'être à 10 contre 11,
pense que t'es pas bien et je suis pas sûr que tu aurais été très bien dans ce match. Et puis il faut quand même garder un peu de lucidité, même dans le kiff. On a souvent parlé du match de la semaine dernière de Kylian Mbappé où il s'est trompé sur toute la ligne, même en termes d'état d'esprit. Et là, Dugas, tu le disais tout à l'heure, tu sens qu'aujourd'hui, même s'il fait pas un grand match, hein, il met 2 buts, il fait pas un grand match, mais par contre, il a fait beaucoup plus d'efforts. Pourquoi explique-moi, Jérôme, puisque toi tu connais parfaitement le Paris Saint-Germain, comment tu peux passer d'une organisation au match aller et au match retour. Deux organisations et 2 compos aussi différentes. L'adversaire, c'est le même. Sans ça. C'est-à-dire que je suis en train de penser, non mais le mec, il se donne tort en changeant autant ta composition d'équipe. Tu confirmes, tu reconnais que tout ce que tu as fait à l'aller, c'est une énorme bêtise. C'est vrai. Mais je pense qu'il s'est trompé sur toute la ligne. Qu'il aille jusqu'au bout avec un 4-3-3 basique sans se casser la tête. Oui, mais Daniel, ce que je veux dire, c'est que tu peux pas reprocher à ce genre d'entraîneur, et moi je suis d'accord avec vous, on en a assez parlé, de toute façon on va pas revenir sur le match il y a une semaine, il s'est planté sur toute la ligne. On ne sait pas pourquoi il a fait ça. Moi je pense très honnêtement qu'il a préparé le match comme il prépare n'importe quel match, parce que c'est quand même le genre d'entraîneur, il l'a montré, il le montrera encore, qui s'adapte beaucoup à l'adversaire qu'il va rencontrer, contrairement à certains coachs qui, eux, font plus basique, tu vois. Donc, comme il a déjà joué Dortmund 2 fois, il va nous remettre l'équipe du match aller quand tu as gagné 2-0 au Parc. Ouais, ah, quel bonheur ce serait. Parce que là, on va se qualifier peinard alors. Hein. Oui, mais là, alors là, tu rechanges encore tactiquement. Et toi, tu veux le 4-3-3, mais là, c'était différent. Rappelle-toi. On peut revenir au bien. On revient au bien. Là, on est sur la route de mon 4-3-3 à 80%. Non, mais on peut aller à 100%. Hein. Après, c'est vrai que si on va à 100%, c'est bien. Après, si Barcola garde cette forme-là, mais Barcola, il avait beaucoup d'espace ce soir, le fait d'être en supériorité numérique. Je pense qu'il a. Ça enlève pas son bon match. Il y a le fait que tactiquement. Qu'est-ce qui défend mal Koundé quand même. Tu sais que Barcola, c'est un joueur chaloupé. Il n'a pas des dribbles, tu vois, arrêtés. C'est pas un Ronaldinho. C'est pas un joueur, tu vois, qui joue arrêté. Il a besoin de prendre de l'élan. Mais va le serrer, monte plus haut sur lui. Et laisse ton défenseur axe droit prendre la profondeur et toi tu lui montes dessus. Lui laisse pas prendre de la vitesse. Barcola, t'as l'impression que chaque fois qu'il part en dribble chaloupé, il va perdre le ballon et il le perd pas parce qu'il est agile malgré tout. Mais c'est pas, pour moi, c'est pas un grand dribbleur. Ça fait pas partie des dribbleurs que je considère comme un peu comme Dembélé ou parfois d'autres. Rien à voir. Mais qu'est-ce que c'est mal défendu. Koundé, je suis désolé, j'adore Koundé dans l'axe. Je l'adore. Mais ça fait partie des 3 plus mauvais latéral droit d'Europe. Je comprends pas. Il est maladroit avec le ballon. Il sait pas défendre. Il est emprunté. C'est pas son poste. C'est pas son poste. Voilà, c'est pas sa faute. C'est pas sa faute. C'est pas sa faute. Il est mis là. Donc le port, il fait ce qu'il peut. Mais c'est vraiment pas son truc. Hein. RMC jusqu'à minuit 30. L'after-foot. Gilbert Bribois. 23h35, messieurs, dames, nuit d'after jusqu'à 1h30 du matin. L'after jusqu'à minuit et demi. Libre antenne de l'after jusqu'à 1h30. Jérôme Bretagne est là, Daniel Riolo là et exceptionnellement Christophe Dugarry avec nous. Je rappelle, vous le savez, que comme tous les jours, on vous offre vos places pour les Jeux Olympiques dans l'after. On en a encore ce soir. Donc à partir de maintenant, vous envoyez Paris 2024 par SMS au 732-16. Paris 2024 par SMS au 732-16. Le gagnant du jour sera avec nous tout à l'heure, un petit peu avant minuit 30. Tiens, une première déclaration de Xavi, le Barcelonais, qui s'est fait exclure ce soir. Il dit: notre Ligue des Champions est terminée à cause d'une erreur de l'arbitre. Mais quelle erreur? Voilà, c'est ce qu'il a dit. Quelle erreur? Je pense qu'il estime qu'il n'y a peut-être pas rouge, j'en sais rien. Non, mais je sais pas, il a dit ça en tout cas. Il dit je viens de dire à l'arbitre qu'il a été un désastre. Oui, on a vu les images, il lui montrait qu'il était 0, il est venu le chercher après un match. Peut-être que c'est le rouge pour Xavi qui considère Barcola l'autre fait faute. En plus, c'est limite qui n'est pas péno. S'il y a pénalty, Daniel, il n'y a pas carton rouge, parce que la double peine, c'est fini. Donc il retire le carton rouge et il donne pénalty. Ah, peut-être qu'il aurait préféré le péno. Je sais pas. Non, mais il y a rouge. On est tous d'accord qu'il y a rouge. Il y a rouge, il y a faute. Il y a eu faute là. Il n'y aurait pas rouge en fait là. Christophe, t'es d'accord? Oui, bien sûr, il n'y a absolument rien à dire. Bon, alors, il fait sa pleureuse. Là où le Barça, je pense, s'en serait mieux tiré, c'est de ne pas avoir le rouge, d'encaisser le péno. Ça aurait fait un partout. C'est vrai. Et à 11 contre 11, je pense qu'ils étaient en mesure, ça tournait très bien. Écoutez, j'aurais eu du mal. Écoutez, Vitinha. Oui, et puis c'est Barcola, il est un peu jeune quand même, il arrive devant le but en 1 contre 1, c'est pas facile. Der Stegen, il sait faire quand même. Exactement. Ouais. Écoutez Vitinha qui a marqué ce soir. C'est incroyable la sensation, c'est difficile d'expliquer. J'ai rêvé avec ça, il fait longtemps. J'ai rêvé avec ça
Il fait toute une semaine aussi, plus longtemps, mais une semaine jusqu'au match. Pour ça, pour marquer, pour aider l'équipe, pour gagner, surtout pour être en demi-finale. Il faut donner le mérite parce que le supporter, il nous croit. Mais à part le supporter, je pense qu'il n'y a personne qui nous croit et il faut montrer ça. Et c'est ça qu'on a fait dans le terrain. Même avec le but qu'on a encaissé, on n'a pas lâché. Et c'est difficile mentalement. Le coach a dit qu'on va gagner le match dans la tête, dans le mental. Et on a fait ça. Après, pris un but ici, on savait que c'est 2 buts d'avantage. C'est difficile de jouer avec ça, de travailler avec ça. Mais on a resté tranquille. Et on a cherché le but et on a fait un match incroyable, gagné ici 4-1, c'est incroyable. Christophe, tu avais été très dur avec Mbappé après le match aller. Lui, c'est mon joueur kiff absolu. Oui. On va en reparler. Qu'est-ce que tu dis de Mbappé après le match retour ? Je dis qu'il a fait son match. Voilà, je dis qu'il a été dans son match. Je l'ai senti concerné, je l'ai senti appliqué, je l'ai senti investi. Voilà. Après, on est loin du grand Kylian Mbappé. On est loin de ses grandes prestations, mais ce n'est pas le plus grave dans ce genre de match, parce que ses partenaires ont su être à la hauteur, et certains plus qu'à la hauteur, pour compenser un Mbappé moyen actuellement. Mais ce que j'ai aimé et ce que je demandais au match aller, et ce que j'ai regretté de ne pas voir, je l'ai dit et redit, on a le droit d'être nul, on a le droit d'être mauvais en football. Par contre, on n'a pas le droit de baisser les bras, on n'a pas le droit de manquer de grinta, on n'a pas le droit de manquer d'envie, et c'est ce qu'il avait fait au match aller. Là, il avait sa grinta, je l'ai vu dans 2-3 duels, notamment dos au but, où je l'ai vu s'impliquer, voilà, aller dans l'agressivité, je l'ai vu faire des efforts de course, je l'ai vu faire des appels, je l'ai vu concerné, voilà. Et moi, c'est ce que je demandais. Après il a même pris des ballons de la tête, pourtant il est nul. Même Mbappé, il a le droit d'être mauvais. Alors là, il a mis deux. Alors le pauvre, il a fait 2 têtes à un moment. On aurait dit un gamin de 5 ans qui fait des têtes. Quand il sait pas faire les têtes, voilà, son jeu de tête est nul. Il est quasi nul. C'est vrai. C'est ahurissant. Je vais lui envoyer le numéro de Pierrot Labatte qui va lui apprendre avec la potence à faire des têtes parce que là, c'est pas possible. On va pas lui envoyer le numéro de téléphone de Titi Henry parce qu'il était nul aussi de la tête. Moi, il a fait une tête du dessus du crâne là plutôt que la prendre. Maintenant qu'il est 23-40 et qu'on exprime toujours notre joie à la vue de ce match, il faudra quand même mettre un petit peu de mesure parce que... sur Mbappé, là, d'abord. Tu es d'accord avec Christophe ? Ouais, sur cette ligne, dans le sens où, de toute façon, un joueur qui met un doublé dans un match, même si c'est facile, même si c'est un péno, c'est pas rien. Parce que, mine de rien, c'est quand même le but qui te permet de te qualifier, c'est quand même le péno. Oui. Et honnêtement, quand tu vois sa tête sur le péno, sachant que le dernier qu'il avait tiré, il l'avait raté. Ah oui, il était tout blanc. Un peu de pression. Écoute, il faut quand même aller le mettre. Derrière, il enfonce définitivement le Barça en mettant le 4e. Maintenant, oui, on l'a vu être largement meilleur que ça. Oui, il y a quelques contrôles qui sont encore ratés. Oui, il n'est pas au top de sa forme. Maintenant, s'il veut se remettre Daniel, sur la voie... Ça te choque pas, Daniel, je le vois plus faire une différence en dribblant. Si, c'est vrai. De ce côté-là, il y a un net changement. Maintenant, si jamais ça devait être un virage dans sa carrière, pourvu qu'il le prenne après Wembley, parce qu'après, on s'en foutra un petit peu, sauf pour les Bleus. Mais pour le PSG, je veux dire, s'il veut poursuivre sa tournée d'adieu et retrouver la forme sur la demi, voire plus, ok. Il est loin de ce qu'il nous a offert de mieux dans sa carrière au PSG ou en équipe de France, très loin de ça. Maintenant, ce soir, il y a un peu plus d'efforts, il y a certainement plus d'implication. Ça aide, quoi qu'il en soit, le collectif à un moment ou à un autre. Et encore une fois, mettre 2 buts en quart de finale de Ligue des Champions, même quand c'est des pénaux, c'est pas donné à tout le monde. C'est pas quelque chose de totalement simple non plus. Surtout que le deuxième, autant le penalty, après, c'est pas facile, et tu as raison de le dire, parce que la pression, elle était aussi énorme sur ses épaules. Mais bon, c'est des joueurs qui sont faits pour supporter ce genre de pression aussi, donc il a bien assumé. Le deuxième but, il est récompensé des efforts qu'il fait, en fait, parce que tu sais, les attaquants, les buteurs, ceux qu'on voit pas trop dans le jeu, c'est pas du tout Mbappé, hein, mais là, c'est typique ce qu'on a vu ce soir. C'est juste le buteur qui a fonctionné, parce que dans le jeu, je suis assez d'accord avec vous.
dire il y a des manques. Il est plus tranchant d'habitude, même sur ses appels de balle. Il est un peu plus vif. Il donne plus envie aux porteurs de la balle de lui donner le ballon. Là, par moments, ils hésitent. Ils préfèrent même le donner à Dembélé ou à Barcola, les milieux de terrain. Même ses dribbles, c'est plus les mêmes. Ils sont plus surprenants. Ça, je suis assez d'accord. Tu vois, même dans ses contrôles de balle, je le trouve que dos au but, un attaquant, il doit être capable de faire des contrôles. Mais il est plus lourd qu'avant. Il fait un contrôle face à lui. Et oui, ensuite, il se sert de sa vitesse. Je pense que je me demande s'il est pas un peu plus on parlait de lourd. Zidane. On parlait de Zidane. Zidane, il n'était pas rapide, mais il avait cette qualité d'orienter son contrôle dans le sens du jeu, sens du jeu où il voulait se mettre. Ouais, et c'est ce qui manque le plus à Mbappé. Mbappé, il est toujours arrêté. Et ensuite, il accélère. Non, mais après, on peut parler de technique. La technique, c'est quelque chose de général. Donc, il peut y avoir des techniques totalement différentes. Et Kylian Mbappé, je crois qu'il doit progresser dans ce domaine-là. C'est-à-dire qu'il a trop de technique qui est arrêtée. Il s'arrête et ensuite il use de sa vitesse. Mais par moment, tu n'as pas besoin d'être arrêté. Ton contrôle, tu dois le faire sur ta prise de balle. Et ça, je le vois pratiquement jamais faire. Il va tellement vite qu'il pense qu'il suffit d'être arrêté et ensuite accélérer. Mais si, sur ton contrôle, tu enchaînes la prise de balle et ensuite tu accélères, là, la différence, elle est totale et tu vas la retrouver. Je ne crois pas qu'il ait cette qualité de technique en lui. Ça se travaille, il a 25 ans. Ouais, il a 25 ans, ça se travaille, les contrôles orientés. Après, je suis assez d'accord avec toi, du gars là-dessus. La seule chose, c'est est-ce que en partant de l'axe comme il est aujourd'hui, par exemple, il arrivera à se sortir de ça parce que tu sens qu'il a un problème d'orientation là-dessus. Tu vois, quand il est dos au jeu, il a trop de réflexes. Un peu ce que fait un Lewandowski à l'inverse, tu vois, quand il est dos au jeu. Mais non, mais c'est ça, c'est pour ça. Donc tu sens que le contrôle lui échappe un peu. Les garçons, il a 25 ans, il n'a pas ça. C'est dur, surtout quand tu as un boulard comme le sien, de te dire que tu vas aller progresser techniquement, c'est-à-dire que tu vas travailler tes contrôles. Pardon, j'ai du mal à y croire. Après, on l'attendait sur l'état d'esprit. Il a répondu présent. Et moi, comme toute l'équipe. Luis Enrique vient de lui rendre hommage là. Et Enrique qui rajoute: j'aimerais mettre en avant aussi les matchs de Vitinha et Dembélé, dit Luis Enrique. Et Xavi, alors apparemment, il pleurait sur le penalty pour Gundogan. Sur Gundogan. Je pense que ça fait partie de ce que disait Daniel, et il a raison. C'est que les planètes sont bien alignées. Et aujourd'hui, ce genre de faute, fut un temps, c'était sifflé. Tellement fait braquer en Ligue des Champions que pour une fois que ça tourne un peu. Là, l'arbitre est bien placé. En plus, Vitinha, il est quand même en retrait. C'est Marquinhos qui le contrôle au départ, Gundogan. Donc, ça aurait pu siffler en effet. Ça aurait pu. Est-ce que l'arbitre roumain Kovac, c'est l'anti-Aitekin? Non, mais tu le feras jamais, tu trouveras jamais, Tu trouveras jamais un arbitre aussi mauvais que Takedine ce soir-là. Jamais. Ouais, non, c'est difficile. C'est l'arbitre de la remontada. Même Verny, je pense qu'il est meilleur. Jamais. Jamais. C'était aussi lui lors du 4-1 contre Newcastle. Cette année. Takedine. Non, Kovac. Le Roumain, oui, leRoumain, bien sûr, j'ai vu que c'était lui. Bon, Cyril est là au 32-16. Salut Cyril. Il n'arbitre plus en Ligue des Champions, c'est fini. Non, c'est fini. Cyril, je crois que tu étais avec nous le soir de la remontada, c'est ça? C'est cool de me donner la parole un soir comme ça parce que c'était compliqué de passer ce soir-là. Je fais partie des privilégiés parce que vous étiez très sollicités. Et en fait, de vous avoir ce soir, je suis trop content. Vous avez beaucoup parlé de technique et de machin. Et moi, je voulais juste exprimer un peu ma joie et la fierté un peu. Et que demain, je vais passer une journée normale. Ce qui est quand même pas souvent en Coupe d'Europe avec tous les potes et machin. Et se faire chambrer, ça devient fatigant. Et donc, de ce soir, franchement, ça fait du bien. Alors, vous avez parlé de plein de choses. Donc, forcément... on peut démarrer l'évaluation avec toi. Est-ce qu'il y a un joueur que tu as particulièrement aimé, à qui tu as envie de rendre hommage? Je crois qu'il fait un peu l'unanimité, à moins que quelqu'un sur le plateau, mais j'en doute, me dise le contraire. Mais c'est Vitinha qui, franchement, à l'aller, c'est énorme. C'est le meilleur avec Nuno Mendes. Ce soir, il marque un but. C'est le patron milieu de terrain. Ça fait vraiment du bien. Spécialement pour Daniel, qui lui est un amoureux de Verratti. Tu vois, ce soir, c'est vrai que voilà, clairement, ça fait vraiment plaisir de retrouver quelqu'un et d'avoir l'esprit, et que nos deux champions qui sont partis, que ce soit Lionel Messi ou comment il s'appelle, Neymar, ils ont fait beaucoup de mal. J'en parlais avec Adrien tout à l'heure. Ils ont fait beaucoup de mal. C'est sûr qu'ils ont fait beaucoup de mal au club. Oui. C'est pas moi qui le dis, c'est vous, la presse. C'était unanime. Et puis moi, je l'ai vu aussi sur le terrain. Forcément, je regarde tous les matchs. Donc, je suis très content qu'on ait gagné ce soir. Et j'avais un pote marseillais, mais qui était cool, donc c'était bien. Et puis on a passé une bonne soirée devant la télé. C'était compliqué 1-0, faut l'admettre. Et franchement, oui, le penalty,
Le rouge fait beaucoup de bien, on va pas sauter ça. On a encore un Donnarumma qui est franchement compliqué. Hein. Les relances au pied, c'est un massacre. On a toujours peur, je sais pas vous, mais et les sorties, il y a encore une ou deux sorties qui sont cataclysmiques, mon Dieu. Sur Lewandowski, oh là là, c'est lui lui le genou dans l'épaule. S'il y a pas hors-jeu, il y a pénalty. Mais tu te rends compte qu'il part loin. Il part loin. Je sais pas où il va, je comprends pas. Non, mais moi je vous le dis qu'il a des problèmes de vision. Et sur le but, vous avez remarqué que sur le but, il attend. Ouais. En fait, il n'anticipe pas du tout. Il est au deuxième poteau. Il pense qu'il va y avoir un centre derrière. Il a quand même fait. Il voit pas la balle. Notamment Daniel, c'est le seul. Moi, c'est le seul gardien que je connais qui va moins haut quand il saute que quand il saute pas. J'ai jamais vu ça. Dès qu'il saute, il est tout petit. Incroyable. Incroyable, j'ai jamais vu ça. Non, mais c'est vrai qu'il est pas. Chaque fois. C'est vrai qu'il est pas. Il est quand même pas rassurant. Après, il faut pas lui retirer aussi l'arrêt qu'il fait sur les Lewandowski, sur les frappes et tout. Là, il a prend la place, tu vois. Mais bon, c'est vrai que c'est. Franchement, tu te fais une demi-finale de Ligue des Champions avec un gardien comme ça, qui hésite autant. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de mérite aux joueurs de champ, hein, quand même, d'avoir réussi à se qualifier en demi-finale de Ligue des Champions. RMC jusqu'à minuit 30, l'after-foot. Gilbert Bribois. Il est 23h50, Daniel Riolo est là, Jérôme Bretagne est là et Christophe Dugarry est là également exceptionnellement ce soir dans l'after pour encore quelques minutes avec nous. On a parlé de Vitinha, les gars, vous êtes tous d'accord pour dire qu'il a fait un match... rien à lui reprocher, quoi. Vitinha, c'est de Paris. Ouais, moi, de toute façon, ce mec-là, il peut jouer à beaucoup de postes. C'est vrai que on a été étonné que Luis Enrique, en début d'année, le redescende en numéro 6. Mais moi, j'aime bien parce qu'il lui donne quand même beaucoup de liberté. La preuve, c'est qu'en partant de numéro 6, il met but à l'aller et but au retour. Donc, il est capable aussi de se projeter parce qu'il sent les coups. Après le match aller, on disait qu'il fallait pas le mettre en 6, il fallait le mettre plus haut. Oui, parce que en fait, quand tu vois la créativité qu'il a, parce que s'il y a bien un mec qui peut faire la bonne passe au bon moment, tu as quand même l'impression que c'est lui. Et quand il est en numéro 6, il est au début des actions, premier relanceur, il a du mal à faire des passes D parce que il faut faire des transversales de 40-50 mètres, tu vois. Et plus haut en soutien de Mbappé, si tu veux faire jouer Mbappé en pointe, il serait pas top. Ouais, après le problème, Daniel, c'est que tu sais très bien aussi bien que moi, que quand tu joues plus haut sur le terrain, les ballons, tu les as pas face à toi et tu les as souvent dos au jeu. Et que quand tu es dos au jeu, il faut se mettre dans le bon, moins faire des bons contrôles pour pouvoir mettre le ballon et le jeu vers l'avant. Alors que quand tu pars de loin, tu es face au jeu direct, c'est le premier relanceur. Et vu qu'il a une belle vision du jeu, il a une belle technique, je trouve que ça fait des ravages. Et puis en plus, il court beaucoup. Il court, donc, il a une très belle frappe de balle, il en est à 11 buts cette année. Ouais. Ça doit être ça. Ça fait des ravages dans le jeu offensif. Ça fait des ravages dans le jeu offensif, messieurs. Mais rappelons-nous quand même que Paris encaisse des buts contre pratiquement tout le monde. C'est vrai. Donc ça explique aussi peut-être aussi un certain manque et aussi qui explique aussi une certaine fébrilité par moment de la défense parisienne. Ouais, alors moi, je veux bien qu'on parle de Vitinha, de ses qualités offensives parce qu'elles sont totales. C'est un remarquable joueur de ballon. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais le positionner en sentinelle comme ça, c'est pas aider non plus ta défense centrale, c'est pas non plus aider tes défenseurs, c'est pas non plus aider ton équipe qui encaisse beaucoup de buts. Alors, ça paraît pas être un chantier. On est décidément totalement d'accord parce que moi je le mettrais plus haut. Oui, mais Dugas, est-ce que Daniel pense comme toi, donc je vais vous poser la question. Est-ce que quand tu as un numéro 6 comme ça, qui est un premier relanceur plus un joueur de ballon, qui est un joueur pour détruire les attaques adverses, on est d'accord ? Est-ce que c'est pas aussi les milieux de terrain qui sont à côté de lui à faire ce travail-là? Parce qu'aujourd'hui, moi je veux bien sur le début. Oui, mais Zahir Emery. Alors après, on fait l'analyse là des joueurs. Mais Zahir Emery, je trouve qu'il est en dedans aujourd'hui. Il est en dedans parce qu'il est pas dans les duels, il récupère pas des ballons. Alors que d'habitude, il a quand même ce côté-là et ça compense un peu les manques de Vitinha. Je préfère sur le terrain comme cette semaine que sur le banc comme la semaine dernière. Même si je suis d'accord avec toi, ses performances ne sont pas surtout top. Pour faire jouer Kangingli. Sur cette période, exactement. Parce que, en fait, le problème de ce milieu de terrain à Paris, c'est pas que tu fais jouer un tel, c'est qu'en dehors de Vitinha, t'as pas un choix qui est dingo et que c'est presque du par défaut. Et comme je pense que Vitinha est le meilleur et que je le mettrai plus haut pour les raisons que vient d'évoquer Christophe à l'instant, derrière, je suis pas sûr d'un bon relanceur. Je suis pas sûr que Ruiz
soit très bien devant la défense. Donc, encore une fois, non, c'est pour ça qu'il l'a décalé. Je remets 2 mecs qui vont un peu bastonner et puis qui vont essayer de jouer le plus vite possible devant pour toucher les mecs qui vont vite. Et donc, je le répète, moi, mon milieu idéal, même si c'est pas un crack, je remets Ugarte. Ouais, et je mets Zaïre Emery. Parce que moi, Lara Fabian, je le mets pas, Lara Fabian. Je le fais rentrer pour avoir un peu plus de maîtrise éventuellement. Mais là, je sais pas, je vois pas ce qu'il apporte en fait. Ce soir, franchement, je vais te dire, on parlait de l'analyse de Luis Enrique qui a été mauvaise sur le match aller et il s'est trompé. Autant là, elle a été bonne. Quand il travaille tactiquement aujourd'hui, il a quand même vu, et tout le monde le savait avant, mais lui, il lui a fallu un match à Luis Enrique pour se rendre compte que le point faible de Barcelone défensivement, c'est le côté droit, avec Koundé, qui ne sait pas trop se placer. Moi, j'ai vu Ruiz aller tout le temps dans le dos de Koundé, qui était en retard, soit il avançait pas sur Barcola, il y avait Ruiz qui était dans son dos. Il y a eu plein de décalages de ce côté-là. Moi, je l'ai trouvé très actif, Ruiz, aujourd'hui, et très utile. Oui. Et très actif, utile. Oui. Je suis d'accord avec toi. Mais il a touché beaucoup de ballons. Technique, alors c'est vrai qu'à un moment, il a été un peu actif sur le côté gauche en débordant, mais souvent ça se concluait pas par des choses très intéressantes. C'est vrai que soit les centres étaient ratés, il a une belle occasion sur une passe de Mbappé, il croise trop son tir, t'as envie de lui dire, mec, essaie quand même de la cadrer celle-là. C'est pour ça, je te dis, un triangle qui reviendrait à mettre un 4-2-3-1 en fait, avec double pivot, Zaïre Emery, Ugarte, et en triangle pointe haute, Vitinha en organisateur derrière, même si tu veux continuer à faire jouer Mbappé en neuf. Vu que Barcola et Dembélé font beaucoup d'efforts pour monter et descendre, je pense que cette équipe-là, ce serait la meilleure. Christophe, qu'est-ce que tu as pensé du match de Dembélé? Pas la même. Dembélé, le problème c'est que Dembélé, il fera toujours du Dembélé. On me posait la question tout à l'heure en avant-match, est-ce que Dembélé peut encore progresser? Je crois pas. Dembélé, il faut attendre à ce qu'il fasse des choses incroyables et des choses parfois qui ratent le plus simple. Voilà, il a les qualités de ses défauts. Quoi. Ah bah là, il est en train de faire les yeux, ça va dedans en ce moment. Il faut en profiter. Voilà, donc si tu veux, il arrive à faire de telles différences. T'aimerais tellement qu'à un moment, quand il est parti dans ses dribbles chaloupés, t'as envie de lui dire, mec, souffle, respire, ralentis ta course, lève la tête et donne un bon ballon, un bon plat du pied, là, tranquille. Il faut lui montrer des vidéos de Safet Suzik ou de comment il s'appelle le petit Brésilien qui joue à Paris là, Valdo. Le numéro 10 là, Valdo. Voilà, tu vois au bout d'un moment là cette passe, des trucs, voilà. Mais je pense que malheureusement ça arrivera jamais. Voilà, donc avec Dembélé ce soir, c'était moyen au début et ce but lui sauve un peu son match, ça lui a fait prendre confiance. Mais sincèrement, j'aurais toujours des doutes sur Dembélé. Il peut te faire gagner des matchs comme il peut te les faire perdre. Après, si ça tourne bien et si ça doit être l'année où ça tourne, Dembélé il va tout mettre dedans et il y a encore 3 matchs. Exactement. 3 matchs pour que ça tourne comme il faut. Et puis autant sur Dembélé, moi je suis d'accord avec tout ce que tu dis Dugas et Daniel. On a souvent fait le débat et moi je l'attendais aussi parce qu'il a été recruté pour permettre au PSG de passer le cap aussi en Ligue des Champions sur ces matchs coup près. Et je l'attendais au rendez-vous. À l'arrivée, même s'il y a du déchet, même si le début de match contre Barcelone la semaine dernière et même aujourd'hui pendant 20 minutes, c'est très compliqué, c'est très brouillon, à l'arrivée, c'est lui qui marque 2 fois. Donc Dembélé, il a assumé ce que je veux dire. Ah oui, non, mais il fait partie des meilleurs joueurs. Quand Mbappé manque un peu d'influence dans le jeu. À l'aller, son but ce soir, l'égalisation, tout. On prend. Il en a tellement croqué que ce soir, t'es content de voir mettre dedans. Il fait mal, quoi. Il fait mal aux adversaires. Il n'arrête pas. Alors bien sûr qu'il a du déchet, mais il n'arrête jamais, quoi. Il court, il y va, il percute. Et voilà, il y a 1, 2 crochets, 3 crochets. Et après, il perd le ballon et il revient, il se replace. Il fait des efforts, tu vois. En termes d'état d'esprit, tu vois, je trouve que Kylian Mbappé devrait se servir aussi du don de soi de Dembélé par moment, quoi. Jérôme, merci. Demain, tu seras là à 18h, bien sûr. Bien sûr, on sera là avec Dugas, on sera là demain. Exactement, et du coup, tu as gagné en plus 2 afters de plus avec les demi-finales, c'est magnifique. Avec le PSG. C'est pour vous, hein, c'est cadeau. C'est cadeau. Et Christophe, Daniel, on était quand même ravis d'avoir Christophe, c'est pas absolument. Christophe, tu n'as pas envie de venir plus souvent nous voir, tu étais bien là, tu peux parler de jeu, de tactique, tu vois. Je sais pas. C'est bien, mais vous êtes une super émission. Mais écoute, ça fait tard. J'ai une famille. Je travaille déjà beaucoup. Le gars, attention, les gars. Attends, j'ai des parties de golf le matin. 3 fois par semaine. Non mais les gars, je t'appelle demain, on va discuter.
Il est minuit 1, l'after continue jusqu'à minuit et demi, ensuite la libre antenne de l'after avec Oussem Loussaïef, avec Thibaut Giangrande, ce soir avec vous tous au 32-16 évidemment. Si vous êtes supporter parisien et que vous n'avez pas pu passer dans l'after, vous avez encore une bonne heure tout à l'heure pour parler de votre match, hein. Donc n'hésitez pas à appeler le standard RMC qui est ouvert. Fred Hermel nous rejoint, salut Fredo. Hola chicos. Bon Fred, t'en as perdu 2 ce soir, hein. Eh ben ouais, et puis demain c'est compliqué mais de toute façon, moi je sais, je regarde la Liga et je sais, donc quand on essaie de me contredire, je vous dis que ça va pas bien en Liga. On n'avait plus d'équipe de Conference League en 8e, on n'avait plus d'équipe d'Europa League en quart, et là on n'aura peut-être pas d'équipe de Ligue des Champions en demi, quoi. Donc. Ah tiens d'ailleurs, je l'ai pas dit, mais 4-1 à Barcelone, une équipe française l'avait déjà fait. 4-1 à Barcelone, belle PSG. Metz, oui bien sûr. Oui, bien sûr. Ouais, le FC Metz, bien sûr. Tout le monde a oublié cette histoire. 84. Non, 84. Et vous avez vu la stat du jour sur le Barça? La seule équipe française invaincue contre Barcelone? Strasbourg. J'ai vu ton tweet. Hein. Non, mais ça, En combien de matchs? 3 matchs. Pourquoi 3? À l'époque, Coupe d'Europe des villes de Foire. Oh là là. Attends, parce qu'il est allé chercher. Match aller 0-0 à Barcelone. Match retour 1-1 à Strasbourg. Match d'appui à Barcelone 0-0. La pièce, on gagne. Vous avez gagné à la pièce? À la pièce. Mon Dieu. C'est une autre époque. Ah là là. Bon, allez. On écoute Xavi tout de suite. C'est magnifique. Et après, Fred, t'as la parole. Contrarié et enragé parce que je pense que le fait de jeu a été décisif pour la qualification. À 11 contre 11, on était bien sur le terrain, bien organisé en attaque et en défense, et ce jeu décisif détermine entièrement la qualification. Il y a une autre qualification s'il n'y avait pas eu ce fait de jeu pour moi. C'est trop sévère dans cette action. Je ne pense pas que ce soit bon pour le football. Bon, il est en colère. Il est gentil là. Il y a d'autres déclarations dans une télé espagnole encore pire, où il dit que il n'est pas normal, que l'arbitre était mauvais, qu'il a pas su diriger ce match. Donc il parle bien du penalty supposé sur Gundogan. Hein. Et dit sur le carton rouge. Sur le carton rouge, il dit ce n'est pas possible que sur une telle erreur on fasse exploser tout le travail d'une saison. Donc là, la déclaration que vous avez eue est la plus légère, parce que sinon il est très. Après, moi je pense que le grand responsable ce soir, c'est Xavi, de la défaite du Barça. Autant il avait été très bien il y a une semaine, autant ce soir, à ce niveau-là, tu peux pas laisser ton équipe toute seule, voilà, avec ton frère qui va te remplacer sur le banc. Tu veux dire pour le fait qu'il prenne le carton rouge? Mais oui, il prend un rouge, lui, parce qu'il doit maîtriser ses nerfs. Parce qu'il a pété un câble. Oui. Il a pété un câble, il a donné un coup de pied dans les protections de la caméra, il a dit « Su puta madre », il a hurlé « Su puta madre ». On l'a bien vu ça. Non, mais bon, moi, c'est moi le spécialiste espagnol, donc c'est moi qui dois confirmer. Voilà. Je te remercie pour la confirmation. Voilà, donc, c'est-à-dire que tu peux pas. C'est-à-dire qu'à un moment comme ça, c'est pas normal. Et en Liga, ça arrive souvent. Là, il s'était pris 2 matchs, là, donc c'est pas normal. Oui, c'est un fait de jeu, mais enfin, c'est un fait de jeu. Je veux dire, bien sûr, il y a des arbitres en Espagne, dans les médias, qui disent que, notamment sous l'arbitre de Cadet Nasser, qui est très pro-Barça, qui dit que... Moi, je sais pas, on a adoré le joueur, mais là, ce soir, il dit n'importe quoi. Mais il dit n'importe quoi. Ils sont au courant quand même. Son équipe était en perdition. Que le PSG en 2017, c'est un braquage international. Qu'en 2019, il y a une main qui tombe du ciel pour se faire éliminer. Qu'en 2022, Benzema, il défonce le gardien. Et que dans d'autres matchs, dans 80% des cas, il y a faute. Et là, il n'y a pas eu faute. Ça va, là, le mec, il part tout seul au but. Il y a faute sur lui. Pourquoi tu veux qu'il n'y ait pas carton rouge? Et si tu me laisses terminer... Qui est carton rouge, il peut ne pas le donner. Si tu me laisses terminer, mais il n'empêche qu'il le donne, c'est pas un scandale. Non, mais je vais te dire, à part cet arbitre pro Barça, pour les autres, c'est une erreur monumentale d'Araujo. Il y avait même un commentaire d'un arbitre qui disait il vaut mieux prendre un penalty que de laisser son équipe à 10 pendant Fred, une heure. Non seulement tu as raison, mais il faut qu'il le laisse aller au but. Le ballon, le contrôle, il est un peu raté. Son ballon est trop long. Je suis même pas sûr qu'il mette le but face à Ter Stegen. Non, bien sûr. Non, mais c'est pour ça. C'est une erreur terrible d'Araujo, c'est tout. Et ça, c'est très étonnant parce qu'Araujo, c'est vraiment l'un des meilleurs défenseurs centraux d'Espagne, sinon le meilleur. Mais moi, je trouve que quel âge il a, lui? Il est jeune encore. Il a 24, si je ne dis pas de bêtises. Je pensais 22, tu vois. Tu vois, mais on va vérifier. Mais c'est une grosse erreur. C'est une grosse erreur. On souligne les erreurs des Parisiens. Et là, voilà. Et puis, alors, je vous écoutais sur Dembélé. Ce soir, il démonte Cancelo. Oui. Sur le penalty.
Mais non, même surtout, enfin pas dans le match. Cancelo, c'est le pire du Barça, c'est lui qui a reçu les pires notes dans tous les journaux espagnols. Mais c'est vrai que Dembélé, c'est vrai que je suis d'accord avec vous sur la finition, sur lever la tête, faire des bonnes passes, etc. Mais le penalty qu'il va concéder, mais c'est un penalty d'une bêtise hallucinante. Bien sûr, mais non, aller faire une faute à cet endroit-là de la surface de réparation, mais plus bête on peut pas faire. Je suis tout à fait d'accord. Donc le Barça ils se sont mis dedans tout seul. Xabi, il a pas à venir gueuler, à invoquer je ne sais quoi. Il faut qu'ils se rendent compte que c'est eux qui se sont mis dedans complètement. Pour une fois que ça tourne en faveur du PSG. Et non, mais en plus, je pense que la nervosité de Xavi a été transmise à ses équipes, à cette équipe, à son équipe. Il n'a pas montré la force mentale dont il aurait besoin. Et tu peux pas laisser ton équipe comme ça dans un match aussi important. Donc voilà, parce que son frère qui le remplace, qui s'appelle Oscar Hernandez, n'a pas été c'est pas Xavi, quoi, là. Donc c'est une grave erreur. Après, sur l'ensemble du match, on avait bien vu la semaine dernière le PSG, dès qu'il avait accéléré, dès qu'il avait montré beaucoup d'envie, avait marqué les 2 buts très rapidement. Ce soir, et de toute façon, même la presse catalane, qui est très très pro Barça, reconnaît que le PSG, il y avait une citation du journal sport qui disait le PSG a été plus atrevido, c'est-à-dire qu'il a plus osé tout le temps que le Barça du début à la fin du match. Et ça s'est vu ce soir. Le Barça, la semaine dernière, le Barça a laissé la chance, le PSG a laissé plusieurs chances au Barça. Ce soir, il a moins laissé de chance au Barça et ça s'est vu. Donc pour moi, il n'y a aucun doute. Et les gens sérieux en Espagne trouvent que c'est tout à fait mérité que le PSG soit en demi face à ce Barça-là qui, il y a eu quand même beaucoup de matchs. Ils se sont sabordés. Ils ont donné au PSG l'occasion de faire un exploit. Voilà. Mais bien sûr. Ouais. Et ils se sont sabordés en plus mais moi, je me souviens la dernière défaite qui avait provoqué l'annonce de Xavi, de son départ en fin de saison, perdre à la maison dans un match complètement fou contre Villarreal, il y avait un peu de ça ce soir aussi. Donc voilà, moi il y a rien à dire. Après, ça souligne aussi la difficulté de reconstruction de ce Barça et je disais avant le match que la vraie chance du PSG, c'est que le Barça cette saison prenait beaucoup de buts. Bah ouais, ils en ont pris 4 ce soir, donc c'est tout à fait finalement c'est tout à fait logique. Et puis le Barça, c'est quand même une équipe qui a priori aura 0 titre cette saison, quoi. Il y a le Classico dimanche, s'il n'y a pas victoire dans le Classico, il n'y aura aucun espoir. Mais c'est quand même 8 points là. 8 points. Et le Classico, c'est à Madrid. Et c'est 8 points. Donc, même un match nul, c'est la fin de la Liga ce week-end. Donc, c'est la fin de Xavi ce week-end. Donc, voilà, c'est une équipe avec des joueurs. Après, Lewandowski fait encore un super match. Sincèrement. Après, le choix de Pedri, on a bien vu, mais Pedri, physiquement, c'est tellement dur. Le gamin, il a 2 fois 20 minutes depuis sa blessure d'il y a plus de 2 mois. Donc c'est normal. J'ai trouvé De Jong un petit peu en dedans aussi. Donc voilà, il fallait que ce soir Et Rafinha évidemment moins présent qu'à l'aller. Ouais, mais il a encore été le meilleur ce soir. Même s'il a marqué. Ouais. Ah ouais, mais même dans le jeu et tout, il a quand même. Je l'ai trouvé mieux que la plupart. Donc voilà, c'est logique pour le PSG et face à un Barça qui, quand le PSG est une équipe, comment dire, supérieure, en tout cas dans l'impact physique, dans l'envie ce soir, et ça s'est bien vu. Je vous livre quelques déclats de Luis Enrique en conférence de presse. Il dit pour moi c'est spécial parce que c'est le Barça. D'ailleurs, j'aimerais bien ne plus avoir à rejouer contre le Barça, dit Luis Enrique. Il ajoute qu'il a toujours cru, les joueurs y ont cru. Concernant Mbappé, il a été le leader à contester de l'équipe ce soir. Chapeau, il montre l'exemple. Il dit et nous sommes toujours vivants dans toutes les compétitions, c'est l'essentiel. Concernant Dortmund, il dit on a été dans le groupe de la mort avec eux et on est maintenant dans un des carrés. C'est une équipe qui joue très bien au foot. Concernant la remontada, alors, là, je sais pas si là, je sais pas à partir de combien de buts d'écart on utilise le mot remontada, mais enfin bon. Il dit lorsqu'on fait partie du foot professionnel, c'est quand on voit qu'avec ton travail, ça se reflète dans ton club. Ça veut rien dire grand-chose, ça veut rien dire cette phrase. Bon, enfin bref. Il dit les 2 remontadas ont été impressionnantes. J'espère que nous pourrons arriver jusqu'en finale. C'est vrai que du coup, il était sur le banc l'autre fois aussi. Il dit maintenant, moi je comprends les points de vue des uns et des autres. On a pu préparer le match tranquillement, préparer notamment les joueurs au niveau mental, dit-il. Quant à l'arbitrage, il dit moi je ne juge jamais les arbitres. Surtout quand ils sont en ma faveur. Surtout quand ils font bien le boulot en ma faveur. C'est vrai, et il a dit quelque chose qui est vrai, qu'on a très peu évoqué, c'est qu'il bosse avec un préparateur mental. Ce dont le PSG avait certainement besoin au vu des échecs répétés qui étaient très souvent dus à un mental défaillant. Je suis tout à fait d'accord, si tu me permets, parce qu'après le but de Barcelone, le PSG ne s'est pas écroulé. Pas du tout. Et sur le Barça, il dit on a rencontré le meilleur Barça de la saison.
Ils ont joué avec des passes longues. Je crois que Xavi est l'entraîneur idéal pour le Barça. Là, il chambre ou il est sincère, Fred? Non, mais là, il chambre. Parce que les passes longues, excuse-moi, c'est pas le jeu de Xavi et le jeu du Barça. Rappelez-vous que dans l'avant-match, Luis Enrique, hier, disait que au match aller, Ter Stegen avait dû dégager. En direct, je te coupe, Fred. Bradley Barcola en direct. C'était tous très contents. Dis-moi ce moment au pied du virage, vous êtes tous fêté ça avec. Bon, je sais pas si ça va être très bon à voir. C'était exceptionnel. On avait beaucoup de soutien des supporters, même après la défaite. Donc c'était comme ça qu'il fallait les remercier. On a montré qu'on avait un bon état d'esprit. Ils ont été avec nous. Ils ont été avec nous du début à la fin, donc on peut dire de fêter ça avec eux. Voilà, on ne pas très bien, on va s'arrêter parce que malheureusement il y a trop de souffle. Juste un tweet de Kylian Mbappé qui s'auto-tweet, puisqu'il tweet lui-même ses 2 célébrations de but, Kylian Mbappé, en écrivant « Nous sommes le Paris Saint-Germain ». J'ai l'impression que c'est plutôt « Je suis le Paris Saint-Germain », les photos qu'il tweet. Je pense qu'il a un CM qui gère tout ça, non? Ah, peut-être. Ouais. Oui, nous sommes, il parle comme Louis XIV quand il parlait de lui-même.